En 1940, la puissance allemande était absolument écrasante. Nous étions complètement sidérés. Nous résistions par de simples petits gestes de colère, petits journaux, petites manifestations, actes de solidarité vraiment émouvants. À la fin de 1942, c'est-à-dire 2 ans après, l'héroïsme soviétique, l'énorme effort américain, l'intrépidité britannique ont changé le cours de la guerre. Nous, les Français, nous nous y sommes retrouvés aussi. En refusant le service du travail obligatoire en Allemagne, qui a été institué en 1944, nous faisons face dans les maquis à la puissance allemande. L'organisation des maquis, la surveillance des maquis, la sécurisation des maquis, le ravitaillement des maquis forcent et réussissent à unir toutes les forces de résistance qui étaient jusque-là dispersées. C'est une grande transformation. Et cette transformation d'action dispersée en un vaste mouvement collectif a une force si puissante qu'elle appelle une autre transformation. La résistance armée prend un sens politique. Les discussions dans les camps tournent autour de la démocratie sociale, le bonheur pour tous. Et ce double mouvement, unification de la résistance et son sens politique, devient la source du programme du Conseil national de la résistance. Et c'est cette transformation qui inspire aujourd'hui encore l'économie sociale et solidaire et le projet du labo. Alors je pense qu'il faut rappeler d'abord le contexte de l'après-guerre. Après-guerre, c'est-à-dire après la libération. Sous l'égide mondiale du New Deal américain, qui est une sorte de mélange d'idéal et de bas intérêt, sous couvert du plan Marshall, et en France du programme du Conseil national de la résistance, et face aussi à la rivalité sans merci de l'Union soviétique, se développe une démocratie humaniste et sociale qui est peu contestée au départ. Tout le monde est pour, trouve qu'elle est garante de la civilisation. Et quelle est cette démocratie, cet humanisme, qu'est-ce qu'il est? Il vise une vie meilleure, le bonheur pour tous, une vie et une véritable démocratie, sans toutefois, et ça c'est important, sans toutefois s'attaquer à la domination des plus riches et aux frappantes inégalités. Les deux vont ensemble. C'est une sorte de compromis qui nous donne des avancées, puis une riposte et des résistances. Alors d'abord, les avancées. Ces avancées, elles sont sociales, mais en même temps économiques, essentiellement par le renforcement du rôle de l'État, du rôle social de l'État. Mais ces avancées ne se font pas sans une riposte des forces de l'argent pour faire prévaloir leurs avantages et le laisser faire. C'est une riposte qui culmine à la charnière des années 70 et 80 avec l'arrivée au pouvoir de Reagan aux États-Unis, de Thatcher en Angleterre. Elle repose, selon le terme du pape François, sur l'avidité des plus riches, sur la rapidité des évolutions technologiques et aussi sur l'affaissement du rival soviétique après
le fameux rapport Khrouchtchev. Et elle provoque misère, injustice, souffrance, exclusion. Ces effets sont absolument délétères et ils font naître en contre-coup de fortes résistances. Alors, après, enfin, dès le retour des forces du capitalisme que j'évoquais il y a un instant, donc vers les années 80, cet humanisme démocratique et social est en quelque sorte déstabilisé, bien qu'au pouvoir en France, c'est une sorte de curieux contretemps. Et face à cette déstabilisation, émergent des initiatives solidaires généreuses, souvent même étonnantes, qui ne visent pas l'enrichissement personnel, mais le bien-être collectif, le respect des biens communs, le respect de la nature, dont on commençait à ressentir les dangers. Ces initiatives reposent sur une vaste participation des citoyens de plus en plus nombreux mais dispersés. Et de ce fait, du fait de cette dispersion, leur impact politique est faible. Et cet impact politique ne s'élargit que peu à peu, en 3 temps successifs, mais qui sont tout de même impliqués les uns dans les autres. Alors, quels sont ces 3 temps? Le premier temps, au début des années 80, les crises sont telles que la lutte contre un chômage massif, dit structurel à cette époque, devient l'objectif majeur. Et j'avais vu alors personnellement, avec Michel Rocard, nous étions isolés dans une nacelle à 10 mètres au-dessus du sol pendant 45 minutes. J'avais eu la possibilité de lui raconter ce qu'étaient toutes ces entreprises qui commençaient à se développer et dont l'objectif essentiel était le chômage. Elles étaient toutes dédiées à la lutte contre ce chômage massif. Eh bien, cet entretien a donné lieu à des décisions, à une sorte de corpus législatif en 1990 qui a multiplié les initiatives qui, pour créer des emplois, c'était vraiment leur objectif, modifient profondément non seulement les activités mais les fonctions et les modes de production et de travail. Beaucoup de ces initiatives restent prospères, qui sont nées à ce moment-là, et parmi nous, au labo, je peux citer Envie, ID21, Vitamine T, les jardins de Cocagne, la Barappe, enfin, il y en a beaucoup. Et 35 ans après, elles essayent de développer intensément leur capacité de coopération. Le deuxième temps, dès la fin du temps précédent, disons autour des années 80, se développe effectivement une coopération beaucoup plus large, plus complexe entre les activités, entre les partenaires. Et au sein des territoires, au sein de certains territoires, se développent des choses tout à fait nouvelles, des pôles territoriaux de coopération économique, ces fameux PTCE, des tiers-lieux, des fabriques de transition,
les expériences comme zéro chômeur de longue durée. C'est un saut entrepreneurial. C'est une autre façon de gérer, de comprendre l'entreprise. Mais c'est aussi accompagné, et ça je trouve que c'est très important, d'une vaste mobilisation civique. C'est l'époque indignez-vous de Stéphane Hessel, rappelez-vous, indignez-vous, au moins 3 millions d'exemplaires vendus. Ça conduit à une réflexion nouvelle, et autour de cette réflexion, à une communication beaucoup plus poussée, et de ce fait à plus de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire et de ces vraiment nouvelles formes de coopération. Et puis, grâce à ça, mais pour les relier et les structurer, à la création du labo de l'économie sociale et solidaire en 2010, à la réunion de ces magnifiques États généraux en 2011, et puis à la grande loi de 2014. Alors on arrive au troisième temps. Et que ce troisième temps, il ne peut bien entendu exister que il ne peut pas exister sans les innombrables initiatives en cours et sans la réflexion, sans les valeurs, sans la confiance que ces initiatives suscitent, et sans une étroite coopération entre ces initiatives et les collectivités, notamment les collectivités publiques, les régions, les villes, les ensembles de villes. Et ce mouvement ne se réalise que par des expériences successives. Il y en a une ici, il y en a une autre dans un autre territoire, et le labo a précisément su les appuyer, chercher à remédier aux difficultés qu'elles rencontraient, parce que ce n'est pas facile d'étendre et d'approfondir ces coopérations. D'une part, il y a une forte pression à l'extérieur visant à privilégier le grand capital et à minimiser le rôle de l'économie sociale et solidaire dans les politiques de développement qui sont mises en place. Et d'autre part, il y a non seulement ces difficultés externes, mais des embarras internes à l'économie solidaire, le doute qui se fait jour parfois, les égos des uns et des autres, les impatiences, les doutes, tous ces désaccords qui gênent les progrès des coopérations. Ce troisième temps, donc, tente à la création de véritables écosystèmes de coopération qui sont une sorte de métamorphose, telle que notre ami Patrick Vivray l'a décrit dans la traversée de la chenille au papillon. Quand la chenille devient papillon, c'est pas facile. Et nous entrevoyons ces contours. Nous savons où nous voulons aller. Mais en même temps, il semble si difficile à atteindre, si difficile que beaucoup doutent plus ou moins de leur possible réalisation. Et pourtant, nous savons que on ne peut pas y renoncer. Y renoncer, c'est vraiment le risque de s'autodétruire. À la fois la difficulté et la nécessité d'y arriver, ce sont c'est une sorte de double contradiction qui nous tient à bras le corps. Nous sommes amenés à refuser le renoncement. Et il faut donc, et ce fut le cas, je l'ai rappelé,
au temps du Conseil national de la résistance, mais ce fut souvent le cas dans de grands moments de l'histoire. Il nous faut nous hisser, nous élever, mais nous hisser à une véritable action politique. Politique, bien sûr, non pas au sens du pouvoir des partis, mais au sens des projets audacieux qu'il nous faut proposer. Et merci à ce projet participatif que nous propose le labo. Il est, je le pense, la consécration de 80 ans de combat que j'ai essayé de décrire, et surtout l'annonce de grands espoirs. Merci.